Merci beaucoup. En tout cas, un grand plaisir d'être ici. Chauffeur de salle. Cette présentation est une présentation qui est difficile parce que l'utilisation actuelle des moyens de deuxième ligne se fait peut-être en excès lié au fait qu'on a une lecture qui ne correspond pas à ce qu'on essaye de vous montrer aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire en plus, c'est que vous allez voir que l'évidence-based n'y est pas vraiment pour la plupart de ces moyens de deuxième ligne. Donc c'est un topo. Alors initialement, j'avais prévu de faire un topo un peu plus long, tel qu'on voulait le faire, mais je vais essayer de le faire un peu plus court. Donc j'accélérerai probablement certaines diapositives, je m'en excuse, pour essayer d'avoir un peu plus de place pour l'analyse des tracés, parce que je pense que c'est un peu l'objectif principal de cette session. En ce qui concerne le choix des critères de jugement et d'évaluation, c'est un des problèmes pour évaluer les moyens de deuxième ligne. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a à peu près 10%, dans les 10% des accouchements à terme, il va y avoir un état fœtal non rassurant à l'analyse du tracé, au sens général du terme, et que le seuil de pH à 7,20 pour les décisions au pH au scalp est un seuil qui a été choisi comme ça, qui ne correspond probablement pas à ce qu'on cherche à éviter, puisqu'on cherche à éviter, bien sûr, une paralysie cérébrale, mais c'est difficile, effectivement, la prévalence est trop faible, donc on ne peut pas l'évaluer sur les essais randomisés, il faudrait d'autres patientes. L'encéphalopathie néonatale, qui est un examen clinique à la naissance, et puis finalement, le mieux, c'est de prendre soit un seuil relativement sévère de pH à la naissance, puisque c'est là qu'il y a un risque qui est augmenté au-dessus de 7 ou 7,05, il y a qu'exceptionnellement des anomalies, on va dire, à long terme pour l'enfant. Et le mieux, c'est probablement de prendre à la fois un pH bas et un déficit de base. Bref, tout ça pour dire que il est difficile aujourd'hui d'avoir des études sur les moyens de deuxième ligne qui permettent de répondre à la question de leur utilité. Donc ça, c'est les critères de la task force pour montrer quels sont les critères qu'il faut utiliser pour rapporter un événement avec des séquelles à une histoire d'acidose sévère en anténatale. Les limites du RCF, la principale limite aussi, indépendamment du fait de sa grande variabilité, qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on doit analyser en même temps, c'est que c'est à la fois utilisé comme un test de dépistage et également comme un test diagnostique. Test de dépistage, on veut un moyen de deuxième ligne. Test diagnostique, on fait une césarienne, on considère qu'il y a une acidose. Et donc, selon que ce soit A, B ou C qui analyse, il va l'utiliser en dépistage ou en diagnostic. Et puis, pendant le travail, il va tantôt l'utiliser en dépistage, et puis en fin de travail, ce sera plutôt pour un test diagnostique. Donc, c'est évidemment quelque chose qui ne rend pas facile sa pertinence. Et on sait que dans de nombreuses situations, l'association des anomalies, qui en plus est évolutive, donc normalement, toutes les 5 à 10 minutes, on devrait réanalyser ces anomalies, et c'est très compliqué pour le cerveau quand on passe juste à la morphologie, puisque c'est malheureusement l'écueil aujourd'hui, c'est on cherche à classer le tracé et pas de savoir comment va l'enfant en prenant les critères qu'a très bien exposé Adrien tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que si on prenait cette étude, qui est maintenant une étude ancienne, sur une évaluation où on essaye de voir entre plusieurs opérateurs, est-ce qu'il y a une concordance pour prédire, en voyant un tracé, est-ce qu'il faut faire une césarienne, ou pour prédire l'état à la naissance de l'enfant, eh bien, vous voyez que la concordance, et vous le savez, entre plusieurs opérateurs, n'est pas bonne. Mais avec une analyse qui est peut-être une analyse un peu has-been maintenant de chercher à classer le tracé, et what else ? Et donc le RCF utilisé seul avec l'approche actuelle basée sur la classification du RCF a une trop forte variabilité interopérateur pour l'interprétation et pour les décisions. Et donc, c'est ce qui a été mis dans les recommandations du collège en 2007 et qui est mis dans les recommandations du NICE en 2014 avec, on va le voir, une mise à jour en 2017. Il faut pouvoir bénéficier d'une méthode de deuxième ligne. Il y a deux types de méthodes de deuxième ligne. Il y a les méthodes intermittentes et les méthodes continues. Méthode continue, il y avait l'oxymétrie de pouls fœtal, mais qui n'a pas montré de bénéfice et donc qui a été abandonnée. Et il y a le CG fœtal.
Quant aux méthodes de seconde ligne, on va parler un peu du pH, du lactate et aussi de la stimulation digitale au scalp, qui est utilisée pas assez fréquemment probablement, mais que vous faites en réalité de fait quand vous faites un TV ou quand vous faites un pH au scalp. Regardez le tracé au moment où vous piquez et déjà un test de stimulation en fait. Encore une fois, il n'y a effectivement pas beaucoup de littérature, mais en tout cas c'est moins invasif, on va le voir. Alors pour le pH au scalp, pour rappeler que c'est Salling en 1961 qui l'a introduit, avant l'utilisation du monitorage qui a été introduit en 68, alors que Salling a introduit sa technique donc en 61. Donc c'est de prendre une goutte au scalp en mettant en essayant de nettoyer le scalp préalablement, et puis vous prenez un petit échantillon. Avec ces seuils qui sont utilisés dans les guidelines, en particulier les guidelines du CNGOF et du NICE. Vous connaissez les éléments. Quand vous êtes entre 7 et 7,25, vous serez amené probablement à en refaire. Et puis une décision d'extraction, normalement, quand vous êtes en dessous de 7,20. Avec comme objectif, c'est diminuer en fait principalement les faux positifs du RCF, d'une part, mais aussi diminuer, tenant compte de la grande variabilité interopérateur de l'analyse du RCF. Alors, on rappelle simplement que l'évaluation du pH au scalp et ces seuils ont été choisis à propos d'un échantillon de 77 cas. D'ailleurs, ces cas n'étaient pas dépassés. C'est une expérimentation animale et les fœtus n'étaient pas en travail. Et il n'y a pas d'études où finalement d'essais randomisés. Vous voyez que si on regarde la littérature, donc il y a une Cochrane database qui répertorie un peu les études dont on dispose. Vous voyez, il y a 6 études. La plupart du temps, c'est des vieilles études. Le gold standard, c'est l'auscultation intermittente qu'on ne fait pas la plupart du temps, même si avec un accouchement physiologique et les recommandations, on devrait pouvoir s'y remettre. En tout cas, on a ouvert la porte, mais ça va être difficile de réintroduire l'auscultation intermittente, en tout cas en routine. Et vous voyez qu'il y a quelques études où c'est le CG en continu plus le pH au scalp versus l'auscultation intermittente pour 5 études. Ensuite, il y a l'étude de Herbst qui est le CG continu plus le pH au scalp versus auscultation intermittente plus le pH au scalp. Et puis la seule étude, c'est Overkamp en 79, qui là compare RCF continu plus pH au scalp versus RCF continu versus auscultation intermittente, mais évidemment avec des échantillons que vous avez ici qui sont relativement faibles. Quand on voit effectivement la prévalence de l'acidose, donc on va regarder ici plutôt comme paramètre, c'est le taux d'extraction. Et vous voyez qu'il n'y a pas, de différence importante si vous utilisez le RCF en continu ou le RCF plus le pH au scalp, mais en termes d'auscultation, vous voyez que c'est là où il y a moins de césariennes, parce que finalement, vous n'allez pas, on l'a expliqué, si vous faites bien de l'auscultation intermittente, vous n'allez pas être inquiété par les ralentissements, parce que vous allez surtout faire votre auscultation après le ralentissement. Et donc finalement, cette approche, in fine, est plus physiologique, d'où la moindre taux de césarienne et diminuer finalement le taux d'extraction à tort. Je vais passer. Alors, ensuite, donc, dans la Cochrane Database, ce qui est constaté principalement, c'est que si on compare par rapport à l'auscultation intermittente, si vous utilisez le RCF et que vous rajoutez la deuxième colonne ou la troisième, le pH au scalp, vous voyez qu'en termes de taux de césarienne, c'est pas modifié. En termes de taux d'acidose, vous n'avez pas de modification et vous avez une diminution qui a été notifiée là sur cette méta-analyse de la Cochrane. Vous avez donc une diminution et on voit que effectivement le RCF plus le pH au scalp par rapport à l'auscultation intermittente permettrait de diminuer le taux de convulsions, mais en même temps, c'est des données qui sont assez anciennes et aujourd'hui, on serait amené possiblement à avoir d'autres résultats.
Alors, c'est le guidelines. Dans les recommandations du collège, le pH au scalp permet de limiter l'augmentation des RCF. Et effectivement, ça reste aujourd'hui, donc c'est du 2017, la méthode de deuxième ligne de référence en France, si on doit en utiliser une actuellement. Alors, il y a pas mal d'écueils qu'il faut que vous connaissiez et que probablement on sous-estime. À partir du moment, c'est terrible, mais l'esprit humain, à partir du moment où il a un chiffre, il ne va pas forcément se poser une question par rapport à ce chiffre. Et ça, c'est vraiment un écueil qu'on rencontre dans nos pratiques, dans toutes les spécialités. Hein. Le besoin d'avoir un protocole, le besoin d'avoir un chiffre, et je pense que ça va à l'encontre de la réflexion. Et quand vous voyez que, par exemple, si vous prenez un prélèvement de sang et qu'il y a un peu de liquide amniotique, ne serait-ce qu'une toute petite goutte, hein, parce que ça a été montré dans une étude, ben, vous allez avoir un faux négatif, c'est-à-dire que ça va alcaliniser le prélèvement, et donc, même s'il y a une acidose, vous allez passer à côté parce que votre pH sera normal. A contrario, si vous avez un liquide méconial, et ça va être difficile effectivement de ne pas avoir dans votre prélèvement un petit peu de méconium, donc il faut bien nettoyer bien sûr, mais vous avez quand même un certain nombre de faux positifs et vous allez penser qu'il va y avoir une acidose, mais en fait c'est un faux positif lié au fait qu'il y ait un petit peu de méconium dans votre prélèvement. Pareil pour la contraction utérine, c'est vrai que quand vous faites votre prélèvement, il est bien dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une contraction utérine. Mais effectivement, au moment où vous faites le prélèvement, vous n'avez pas forcément vérifié, et donc ça fausse votre pH au scalp. Œdème du scalp, la plupart du temps, ça génère effectivement une vasoconstriction, donc vous pouvez y avoir une acidose, et donc un faux positif du pH qui diminue pour extraire. Et dans les études, c'est un peu controversé. Ça dépend de l'endroit en fait où vous faites votre prélèvement. Une autre étude qui est intéressante, qui montre que si vous testez un même échantillon, ou si vous prenez un prélèvement à quelques secondes d'écart, vous allez avoir un résultat avec une grande variabilité de mesure. Une grande, tout est relatif, mais pour un prélèvement biologique, où vous avez les prélèvements biologiques que vous faites, vous avez maintenant des standards et vous n'êtes pas du tout dans les standards des prélèvements et cette variabilité pose vraiment problème. Ce qui fait que vous êtes actuellement, c'est une méthode de référence dont il faut connaître les limites, qui est la valeur prédictive positive de diagnostic d'époxy par rapport au RCF seul qui est importante, mais avec des faux négatifs qui est de 10 à 15%, 7 à 20% de faux positifs. Et la problématique, on va le revoir un petit peu avec le STAN, c'est que ça ne distingue pas l'acidose dite respiratoire de l'acidose métabolique, qui est à la base un peu de ce qu'on vous a montré sur l'analyse physiopathologique du RCF. Et puis il y a, et ça c'est un problème, c'est astreignant, des échecs de prélèvement et ça fait perdre du temps. Le problème, à mon sens, le plus délicat de cette affaire, c'est que ça vous empêche ou c'est un écueil pour bien lire votre tracé. Bah, dans le doute, tu fais un pH. Et quand on a une attitude, moi je le vois actuellement à Toulouse, où on a réduit considérablement le taux de pH au scalp, mais il y a quand même une habitude à faire ce pH, comme ça, je n'ai pas besoin de lire le rythme, il est pourri, en effet, donc je vais faire un pH au scalp, et puis le résultat du pH au scalp me dira ce qu'il faut que je fasse, sans connaître pas forcément qu'il y a pas mal de faux positifs et faux négatifs au pH au scalp. Et puis, le tracé a évolué, mais j'ai un pH qui date de 20 minutes, donc je suis tranquille, je fais autre chose. Mais le tracé a évolué, vous n'analysez pas votre tracé ni pour indiquer votre pH, ni pour... et ça, c'est un gros... ni après. Et ça, c'est un gros problème pour, justement, pour bien lire votre tracé, puis comprendre un peu le mécanisme, et finalement savoir s'il y a une indication d'extraction ou pas. Alors, le NICE a modifié un petit peu ses guidelines en 2017, c'est pour ça que c'est intéressant de vous les présenter. Et donc, il pointe, et on va y revenir, la nécessité de faire une stimulation digitale préalablement à analyser un pH au scalp. C'est la nouveauté un peu, c'est ces modifications, et donc, certes, ça reste un gold standard, parce que le NICE, en Angleterre, était très pro pH au scalp, mais il commence effectivement, vu les publications qui sortent, qui ne sont pas des essais randomisés, mais il y a eu pas mal de cas d'accidents publiés avec des infections du scalp, mais aussi des infections du liquide céphalorachidien. Il y a eu un certain nombre d'accidents liés au prélèvement.
qui font qu'il se pose quand même des questions et il le met en exergue ses limites et la nécessité peut-être d'aller vers plutôt vers la stimulation digitale si on veut un moyen de deuxième ligne. Alors le lactatoscalp, vous connaissez, c'est le même principe de prélèvement avec une utilisation plutôt de ce moyen, parce qu'il y en a plusieurs, le Lactate Pro. C'est un prélèvement du scalp qui se fait avec moindre de sang, puisque c'est 5 microlitres au lieu de 25 microlitres, et qui s'obtient en 1 minute. Le NICE a publié donc en 2017, a indiqué les limites à utiliser, que vous connaissez parce que c'est ce qu'on utilise habituellement, avec une nécessité d'extraire quand on a un lactate au-delà de 4,9 millimoles par litre. Il y a un essai randomisé qui a comparé pH au scalp versus lactate au scalp, quand même 1500 patientes dans chaque bras, pour voir un petit peu les résultats. Avec les seuils presque ceux qu'on utilise, en tout cas oui pour le pH, presque pour le lactate, c'est 4,8, c'est strictement supérieur à 4,8, donc c'est les critères que le NICE a réutilisés. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes de dépistage, si vous voulez, d'acidose, donc c'était un tirage au sort. Soit elle était suivie avec un pH au scalp si nécessaire, soit elle a été suivie avec un lactate au scalp, mais pas de pH si nécessaire. Alors bien sûr, on pouvait éventuellement en faire, il y a quelques patientes qui ont peut-être eu les deux, mais globalement, c'est un essai randomisé qui est incontournable. Bref, on peut utiliser, au vu de cet essai, je pense que les données sont suffisantes pour dire qu'on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, avec l'avantage indéniable du lactate, c'est qu'il y a moins d'échecs de mesure, parce qu'il faut moins de sang, et donc c'est une analyse plus rapide, et donc ça, c'est un élément en faveur de l'utilisation du lactate plutôt que du pH au scalp. Dans la Cochrane, sur les lactates, il pointe bien qu'il n'y a pas de différence pour le taux d'intervention, pas de différence en néonatal outcome, mais qu'il y a 10 fois moins d'échecs en utilisant le lactate au scalp. Donc vous pouvez utiliser soit l'une, soit l'autre, pas forcément les deux. Par contre, si vous utilisez le lactate au scalp, il faut utiliser le Lactate Pro. La stimulation digitale du scalp. Vous avez donc caressé le scalp fœtal pendant 15 secondes. J'ai mis caresser pour le fait que si vous appuyez sur le scalp, vous allez avoir stimuler le nerf vague et vous risquez d'avoir un ralentissement. Donc, ce n'est pas souhaitable. C'est pour ça qu'il faut toucher le scalp pendant 15 secondes. Le test est positif. Le critère principal, c'est accélération. C'est présence d'une accélération avec une augmentation de ligne de base de 15 battements par minute pendant 15 secondes. C'est la définition. Et puis, dans quelques papiers, ils utilisent le seuil de 10-10 qui augmente la sensibilité du test. Ou bien avoir, dans les 15 secondes qui suivent, une variabilité qui est normale, parce qu'effectivement, ça nous permet de voir si, alors qu'il y a une variabilité peut-être réduite, mais vous savez que, et ça aussi c'est un gros problème, parfois quand on analyse son tracé, on dit « Ah, la variabilité est un peu réduite », mais on ne tient pas compte du fait qu'il faut qu'elle soit réduite pendant plus de 40 ou 50 minutes selon les guidelines, et le cycle, il a des droits de dormir et d'avoir une variabilité réduite pendant 30 minutes, et la plupart du temps, strictement normal. Donc ça, c'est un point important. Si vous partez avec donc là, le deuxième critère, une variabilité qui est un petit peu réduite, le fait de caresser le scalp, vous allez avoir une variabilité normale la plupart du temps, si l'enfant va bien. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'équipe de Arul Kumaran, qui travaille d'ailleurs avec Edwin Chandra Aran, qui est à l'origine un petit peu de cette nouvelle façon de voir l'analyse du rythme. Et donc, il a publié un petit peu le lien entre les pH au scalp qui étaient réalisés, qui se traduisait par une stimulation digitale préalable, et ce qui a été montré, c'est que lorsque le pH au scalp était inférieur à 7,20, eh bien, il y avait qu'une fois, il y a eu un test au scalp qui était avec une réponse positive. Donc, c'était assez cohérent. Et en même temps, un pH au scalp qui était normal, vous aviez une réponse positive dans près de 90% des cas avec la stimulation. Donc, il y a indéniablement une corrélation qui est assez satisfaisante entre les deux. Ça, c'est la seule méta-analyse qui est ancienne maintenant. Donc, bien sûr, on peut remettre en question un peu la validité parce que les échantillons sont relativement petits. Mais c'est la seule méta-analyse qui compare donc le pH au scalp, un clampage à la pince d'Alice qui est en fait une stimulation un petit peu agressive. On va pincer le scalp et ensuite on va regarder les mêmes paramètres, accélération ou la variabilité. Le test vibroacoustique
qu'on va placer donc, sur l'abdomen à l'endroit de la tête fœtale pendant 15 secondes, et on va regarder l'effet sur le tracé, ou la stimulation digitale dont on vient de parler. Et comme vous voyez, le test, pour prédire effectivement l'acidose, on a des résultats qui, on va regarder la première et la deuxième ligne, donc le pH au scalp à 8,54, et puis la stimulation digitale à 15, d'avoir un test quand il y a une acidose à la naissance, le résultat, on augmente effectivement la valeur prédictive positive, et likelihood ratio est augmenté dans les deux cas à peu près de façon similaire. Et en même temps, quand vous avez effectivement un bébé qui va bien, dans les deux cas, le fait d'avoir un pH au scalp, on a une corrélation qui est bien avec l'état néonatal. Et là, on regarde sur en image les résultats, si vous voulez, entre les maximum de vraisemblance pour le pH en haut et pour la stimulation digitale en bas. Mais vous voyez que globalement, ces résultats sont faits sur des échantillons qui sont relativement faibles pour autant. Je voulais juste vous montrer cette étude qui est relativement récente, de 2017, parce que c'est une étude qui est prospective, qui a comparé, donc il y a un investigateur qui, préalablement au pH au scalp, le toucher vaginal était réalisé, il regardait le résultat du test de stimulation sans avoir le résultat du pH au scalp, et ils ont regardé, comparé le résultat de chacun de ces tests avec l'état néonatal. Et ils ont bien vu qu'il y avait une corrélation qui était bonne, mais ils ont montré que dans 11 cas, les 11 cas où il y avait un pH au scalp qui était normal, il y avait dans les 11 cas où il y avait un pH au scalp qui indiquait une extraction, on avait retrouvé une stimulation digitale qui était normale, donc positive, il n'y avait pas d'acidose à la naissance. Une corrélation qui était modérée entre les deux, mais finalement, la conclusion des auteurs, c'était qu'au vu de cette étude, il y a quand même un échantillon qui était relativement important, prospectif, ils ont dit qu'il était raisonnable de pouvoir utiliser comme moyen de deuxième ligne plutôt la stimulation digitale, dans la mesure où c'était non invasif, contrairement au pH au scalp, et que ça donnait un résultat immédiat. Donc, bonne corrélation. Probablement que c'est assez intéressant de prendre cette technique en routine plutôt que la méthode invasive. Beaucoup moins d'échecs, il n'y en a pas, puisque vous avez votre résultat tout de suite. Sachez que l'équipe lyonnaise a abandonné le pH au scalp depuis de nombreuses années et utilise, avec le STAN d'ailleurs, la stimulation digitale comme moyen de deuxième ligne. Et c'est donc, ça a donné lieu à une modification des guidelines par le NICE, qui dit qu'on devrait préalablement à l'indication de faire un pH au scalp, on devrait utiliser préalablement la stimulation digitale que vous allez faire de facto en faisant votre toucher, mais regardez votre tracé pour voir si vous avez une accélération ou voir si vous avez une variabilité qui est normale, qui en fait un test rassurant, et il n'y a pas besoin à ce moment-là de faire un pH au scalp si vous pensez que c'est indiqué. La moyenne ligne en continu, c'est le STAN. Alors, je vais aller assez vite parce que je voudrais laisser la place à Emmanuel pour l'étude de cas. Vous savez que c'est fondé sur un dépistage de l'acidose métabolique avec des guidelines qui tient compte du RCF, et ça, c'est l'écueil, et avec un algorithme qui dépend de votre classification du RCF en tracé pathologique ou intermédiaire. Avec une approche qui est relativement physiologique, parce que quand on regarde ces deux tracés, on voit, et on reprend ce qu'a dit Adrien, vous voyez bien que dans ce ralentissement prolongé, vous avez une variabilité qui est parfaitement réduite, en fait c'est un HRP, et vous avez un tracé STAN qui augmente très fortement et qui nous a indiqué à faire une césarienne avec un pH qui est relativement bas, mais on l'a fait très rapidement, il a très bien récupéré avec un Apgar à 10 à 5 minutes. Et là, vous avez un ralentissement prolongé où il y a pas, le STAN ne bronche pas, et une extraction qui a eu lieu plus longtemps après. Donc on est sur une approche physiopathologique, et là, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de littérature avant d'introduire cette technique, et puis des essais randomisés qui ont évolué vers des résultats en demi-teinte, mais je vais vous expliquer en partie pourquoi.
Alors, premièrement, je vais essayer d'aller vite pour vous donner les messages principaux. Premièrement, il y a 2 études, dont celle que nous avons réalisée à Strasbourg et Paris, qui montrent qu'il y a un meilleur accord, et ça c'est vraiment homogénéiser les décisions, c'est vraiment un élément très important d'évaluation pour le rythme cardiaque fœtal, parce que c'est un écueil, parce qu'on est beaucoup d'intervenants. Donc il faut qu'il y ait une homogénéisation des décisions. On a montré que ce n'était pas très bon le STAN, mais que c'était un peu meilleur que le RCF, puisque vous voyez, en termes de CAPAC, c'est un peu meilleur. L'étude hollandaise répond également de la même façon. Il y a une meilleure concordance dans les décisions avec le STAN par rapport au RCF seul. Concernant les essais, comme vous voyez, il y a eu pas mal d'essais, dont l'essai à Strasbourg, mais qui n'étaient pas centrés sur l'acidose. Et si on regarde plutôt on raisonne plutôt en termes de critères de jugement acidose, eh bien, il y a un manque de puissance, je vais vous montrer pour une plupart des essais. Et je vais faire une critique de l'essai américain qui a effectivement plombé un peu la technique, puisque c'est le dernier essai qui est sorti en 2015. Avec comme critère de jugement un critère néonatal, ils avaient 11 000 patientes. Donc ils ont pris un critère composite néonatal. Alors, on peut critiquer un peu le fait qu'ils prennent un certain nombre de paramètres qui ne seraient pas forcément liés avec une acidose. C'est toujours l'inconvénient, si vous voulez, des critères composites. Néanmoins, l'essai montre qu'il n'y a pas de bénéfice, ni en termes de taux d'extraction, ni en termes de critères de jugement principal, c'est le primary outcome, qui est donc le critère composite d'anomalie d'acidose. Il y a un manque, comme la plupart des essais randomisés, sur le critère du jugement acidose métabolique, hein, c'était l'introduction de mon topo. Il y a un manque de puissance évident qui est lié probablement à l'Hawthorne effect, qui est le fait qu'à partir du moment où vous rentrez dans un essai où on va vous observer sur vos extractions, la façon dont vous gérez, vous allez mieux lire le RCF standard et vous allez améliorer effectivement votre analyse du RCF standard et probablement indiquer des extractions qui seraient un peu meilleures. Et puis l'autre problème qu'il y a eu dans cet essai, c'est qu'ils ont complètement modifié les critères de jugement, puisqu'ils utilisaient une classification en regroupant l'intermédiaire et pathologique avec les mêmes seuils. J'ai trouvé on peut considérer que c'est une critique majeure de cet essai. D'ailleurs, on va publier une clinical opinion dans l'American Journal dans les mois qui viennent, en particulier fondée sur cette critique de l'essai américain. Et puis, il disait, si vous voulez faire une extraction, même s'il n'y a pas d'anomalie STAN, vous pouvez le faire, donc pas de respect des critères et également peu de centres qui utilisaient le STAN. Et donc, on tombe effectivement sur des résultats avec, pour l'acidose métabolique, un bénéfice dans l'essai d'Amerwolin en Suède, une tendance pour Westerhuis, mais pas de résultats positifs pour l'essai américain. Mais l'essai américain, quand on regarde juste l'acidose métabolique et pas le critère composite, on est sur le bas risque du bas risque, c'est-à-dire qu'ils ont pris des patientes où probablement il n'y aurait pas d'acidose, puisque dans le groupe RCF seul, ils avaient 0,15% d'acidose métabolique, ce qui est un taux excessivement faible qu'on ne trouve quasiment nulle part. Donc ça, c'est un problème, puisque le STAN doit dépister l'acidose métabolique. Donc si vous prenez des patientes à bas risque, effectivement, ça ne générera pas de résultats efficaces pour montrer un bénéfice de la technique sur l'acidose métabolique. Alors là, c'est pour montrer que, en fait, pour montrer un bénéfice, il y a une diminution de 50% de votre diminution de 50% de votre taux d'acidose métabolique. Vous voyez le nombre de patientes qu'il faudrait, soit pour le critère mort périnatale ou néonatale, soit pour le critère acidose métabolique. Enfin, dans les méta-analyses, alors je vais passer un petit peu rapidement. Il y avait la méta-analyse sur données individuelles, mais qui date de 2013, mais je l'ai prise, il n'y avait pas l'essai américain. Elle était intéressante parce que c'est sur données individuelles, donc ils ont corrigé les écueils de mettre des données dont on ne connaît pas, dont on ne peut pas homogénéiser les patientes et les critères. Donc là, c'était le cas. On n'avait pas de bénéfice en termes d'acidose métabolique, une diminution du taux de pH au scalp et du taux d'extraction instrumentale de façon significative, mais faible de 10%. En revanche, quand on regardait la deuxième partie des essais, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire ils coupaient à la moitié des patientes et regardaient la deuxième partie. Et là, ils vont avoir un bénéfice. Et donc, ça montre que c'est l'utilisation
l'habitude, donc ça montre qu'il y a une courbe d'apprentissage aussi à l'analyse du STAN qui fait que il y a un bénéfice qui se voit par cet apprentissage, par l'utilisation qui est augmentée, y compris dans les essais, et également cet effet positif dans la deuxième partie est lié au fait que l'autorn effect reprend le dessus, c'est-à-dire au bout d'un certain moment de l'essai, on se sent moins observé, donc dans le bras RCF, on retombe sur les écueils de mal analyser son tracé, comme on essaye de vous l'apprendre en particulier aujourd'hui. Voilà, donc ce qui était montré dans cette méta-analyse, c'est une diminution significative du taux d'acidose métabolique. C'est la méta-analyse, la dernière méta-analyse qui a été réalisée. Je vais passer. On a repris les 3 dernières méta-analyses avec l'essai américain, parce qu'il y avait une qui montrait un bénéfice en termes d'acidose métabolique, une tendance, et l'autre une diminution. Pas de bénéfice en termes de STAN, et donc on a regardé, est-ce que c'était lié à l'échantillon qui était utilisé, c'est-à-dire la population, est-ce que c'était lié aux analyses statistiques de méta-analyse, donc on l'a fait à notre unité de recherche, l'INSERM, avec la statisticienne qui a repris, parce que les méthodes de méta-analyse peuvent être parfois complexes et différentes. Et en fait, on a constaté qu'il y avait effectivement, selon les méta-analyses, ils n'avaient pas forcément pris les mises à jour et les bonnes populations, et les moyens statistiques étaient différents. Si on prend la population qui convient, quelle que soit la méthode statistique, vous avez le même résultat en termes de bénéfices et diminution d'un tiers du taux d'acidose métabolique avec l'utilisation du STAN. Donc, ces méta-analyses sont cohérentes, qui comprend effectivement l'essai américain et qui montrent qu'il y a un bénéfice avec une utilisation du STAN en diminution d'un tiers le taux d'acidose métabolique, ce qui peut quand même être considéré comme un résultat intéressant. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder en population, donc en dehors des essais, si cet effet positif persiste, en particulier sur le taux d'acidose métabolique. Et on montre qu'il y a, par les chiffres que je vais vous montrer là, qu'il y a à la fois un impact du taux d'utilisation du STAN, il faut le mettre vite et précocement si on va avoir un bénéfice, et ça s'appelle la courbe d'apprentissage, avec, sur ces études en population, le taux d'utilisation, tableau de gauche, nombre d'unités STAN et le nombre d'utilisations est très important si vous voulez avoir un bénéfice au cours du temps. Vous avez les années dans la figure de droite, et au fur et à mesure des années, vous avez une diminution de l'incidence de l'acidose métabolique. Et ce papier qui est en cours de révision dans l'American Journal, qui montre que sur 14 ans, l'équipe hollandaise montre que l'utilisation du STAN et l'augmentation de son utilisation, à la fois une pause précoce, tenir compte des guidelines et agir en fonction du STAN et prendre des décisions en fonction, montre un bénéfice à la fois en termes du taux d'extraction et en termes de taux d'acidose. Je montre juste 2 planches sur l'équipe de Chandra-Arendt, parce qu'eux, ils font à la fois une analyse physiopathologique, et ils mettent le STAN également précocement, et donc ils utilisent, comme moyen de deuxième ligne, ils ont abandonné le pH au scalp, et ils utilisent le STAN. Je crois qu'ils ne font pas de stimulation digitale, et ça peut être discuté en alternative, et donc ils font l'analyse physiologique et le STAN. Et dans leur unité, ils ont eu, au fur et à mesure des années, un impact qui est peut-être lié principalement à l'analyse physiopathologique. Peut-être qu'ils sont aidés, c'est ce qu'il dit, avec le STAN en particulier, dans un certain nombre de cas où l'analyse est plus délicate, ou surtout pour la la deuxième phase du travail, à dilatation complète, et au moment des efforts expulsifs, où vous voyez bien que dans près de 50% des cas, vous n'avez plus d'RCF, vous ne savez pas l'analyser, quoi. Et là, le STAN peut être utile. Encore faut-il avoir l'habitude et l'avoir mis assez en amont. Et donc, sur ces 5 ans d'analyse, ils ont eu un bénéfice en termes de taux d'extraction et en termes d'une diminution du taux d'extraction et une diminution du taux d'acidose métabolique, comme on le voit à la fin de ce tableau. Donc, pour le STAN, il faut utiliser les guidelines et avoir une utilisation large. Je conclurai en disant que l'utilisation d'une méthode de deuxième ligne est aujourd'hui souhaitable, en tout cas ça fait partie des guidelines, que ce soit le CNGOF ou que ce soit le NICE. Le pH scalp ou le lactate sont les méthodes les plus utilisées, même si, vous l'avez vu et vous le savez, leur niveau de preuve est faible. Et à mon avis, en plus, l'écueil, c'est qu'on ne lit pas son RCF si on l'utilise trop souvent.
La stimulation digitale est moins invasive et plus facile et a une pertinence proche, voire plus élevée que le pH. Donc je vous encourage, quand vous faites des TV, ou préalablement à l'envie de faire un pH, à vous poser la question et à faire cet apprentissage pour vous faire à l'idée là. Et si vous pouvez à ce moment-là diminuer votre utilisation de pH au câble, je pense que c'est une bonne chose. Le STAN reste une alternative intéressante et performante à partir du moment où on l'utilise en routine, mais l'écueil, c'est vrai, c'est qu'il faut analyser le RCF, et à partir du moment où vous avez une analyse physiopathologique, peut-être que ça a un impact plus important que l'analyse STAN en association. Donc, l'écueil d'une utilisation en routine du pH au scalp, une analyse moins fine du RCF, je l'ai dit. En cas d'utilisation du STAN, il y a une utilisation fréquente et précoce, sauf qu'à partir ne contrôlez pas le STAN par un pH au scalp comme je peux l'avoir. Je terminerai en vous disant qu'on va continuer les formations du masterclass sur cette approche physiopathologique du RCF, avec la prochaine réunion qui aura lieu à Reims en septembre 2018. On en fera une a priori à Toulouse en mars 2019, la deuxième, comme à Reims, et qui a l'European Congress of Intrapartum Care, parce qu'on est partie prenante de ce congrès qui marche bien maintenant et qui aura lieu donc à Turin, et bien apprécié parce que c'est vraiment des thématiques de la salle d'accouchement à Turin du 13 au 16 mars 2019. Je vous remercie.